Je crois que tout a changé en Afrique au cours des 10 dernières années et le monde ne s'en est pas aperçu. Pendant très longtemps, on est resté sur une vision post-colonialiste de l'Afrique. Entre 2000 et 2010, beaucoup de choses ont changé dans beaucoup de pays. Je prendrai 3 exemples très simples. En termes économiques, le FMI a annoncé il y a quelques semaines que la croissance du continent africain serait de l'ordre de 4,7-4,8% en 2010. Elle sera de l'ordre de 6,5% sur les mêmes prévisions en 2011. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la croissance du continent africain tire la croissance de l'Europe, elle tire la croissance mondiale. Deuxième exemple, la démocratie. On a toujours pensé que les régimes africains d'après la période postcoloniale étaient de toute façon voués à être des régimes totalitaires dans lesquels la démocratie n'avait pas sa place. Je lutte contre cette idée reçue, je pense qu'il n'y a pas de fatalité, il y a un ADN de la démocratie au cœur du continent africain. Depuis quelques années, la plupart des organisations internationales disent que, globalement, la moitié des pays du continent subsaharien sont aujourd'hui considérés comme libres. Et on parle beaucoup des régimes totalitaires, on oublie des pays comme le Bénin, comme le Ghana, comme le Sénégal, qui ont connu plusieurs alternances démocratiques au cours des 10 dernières années. Et puis il y a un troisième phénomène, qui est probablement le phénomène structurel le plus important pour l'Afrique, c'est qu'aujourd'hui l'Afrique, le continent africain, c'est à peu près 1 milliard d'habitants. Les perspectives démographiques à l'horizon de 2050 nous disent qu'il y aura environ 2 milliards d'habitants en Afrique. Ça veut dire que ça sera la première population mondiale, donc ça sera le premier marché mondial. Or, le continent africain, aujourd'hui en 2010, est le continent le plus jeune de l'ensemble des continents du monde. Et donc, en 2050, ce sera un marché particulièrement porteur. Ces 3 raisons qui se conjuguent me font dire que oui, l'Afrique va bien, qu'elle ira de mieux en mieux, et que parce que l'Afrique ira bien, nous, notamment les Européens, nous irons bien dans le futur. Je crois que lorsqu'on interroge les Africains aujourd'hui, qu'ils soient au niveau des gouvernements, qu'ils soient entrepreneurs, qu'ils soient l'homme de la rue en Afrique, je crois qu'ils ont envie que nous changions notre manière d'aborder nos relations avec le continent africain. Pendant des décennies, nous nous sommes dit qu'il y avait de toute façon une fatalité à aider le continent africain, à le soutenir, à l'assister. Et je crois qu'aujourd'hui, le continent africain n'a plus envie de ce type de relation. Je crois que le continent africain, les pays africains, ont envie d'avoir des partenaires commerciaux, ils ont envie d'être considérés dans une relation normale. Ça ne veut pas dire qu'ils refusent l'aide au développement, mais je crois qu'avant de se poser la question de l'aide au développement ou du co-développement, il faut que nous changions notre manière d'appréhender nos relations avec le continent. Et changer cette manière d'appréhender nos relations, c'est être d'abord convaincu que notre avenir est lié au succès et à l'avenir du continent africain. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas condamnés à assister le continent africain pour les 50 prochaines années. Nous sommes en revanche condamnés, si nous voulons maintenir notre développement en Europe, notre croissance en Europe, nous sommes condamnés à considérer le continent africain comme un partenaire commercial dans lequel il faut que nous investissions et plus simplement que nous assistions. Je trouve que l'idée de faire en sorte que cette aide publique au développement devienne une garantie aux investissements, c'est une excellente idée parce que c'est quelque chose qui va permettre d'aider, de faciliter à cette transformation de notre relation avec le continent africain. Aujourd'hui, pourquoi il y a aussi peu d'investissements? Il y a probablement peu d'investissements parce qu'il y a d'abord un déficit de connaissances. Nous n'allons pas suffisamment en Afrique. Les Français ne vont pas suffisamment en Afrique. Les Français ont une image de l'Afrique. C'est une image du XXe siècle. Ça n'est pas la réalité du XXIe siècle. Donc il faut faire en sorte de pousser le dispositif. Pousser le dispositif, quelque part, c'est une sécurité que peut apporter effectivement la transformation de ce qui était une aide publique au développement en quelque chose qui devient une sécurisation de l'investissement pour la croissance en Afrique. Les entreprises françaises sont très présentes en Afrique sur les télécoms. Orange est un opérateur qui est très actif. Et ce qui est très intéressant, c'est que Orange a inventé en Afrique des utilisations du téléphone mobile et des télécoms que nous n'utilisons pas aujourd'hui dans les pays développés européens. Je vais prendre quelques exemples. Il y a aujourd'hui en Côte d'Ivoire le mobile payment. Le mobile payment avec Orange, ça veut dire qu'on peut aller au marché avec son téléphone portable et payer en faisant ses courses avec son téléphone portable. Ça veut dire qu'on peut envoyer des micro-sommes de l'ordre de quelques euros à travers son téléphone portable à un ami, à une connaissance. On peut faire un microcrédit avec son téléphone portable et surtout, l'infrastructure de téléphone portable qui s'est mise en place partout sur le continent a créé deux phénomènes sur lesquels le continent avait un retard.
La première chose, c'est la connexion à la mondialisation de l'information. Aujourd'hui, dans la plupart des villages africains, vous avez des téléphones portables. Il ne faut pas oublier que le Nigeria, le taux d'équipement au Nigeria en téléphone mobile est exactement le même que celui de la France en 2010. Donc, il y a des pays qui ont le même taux d'équipement que les Français. Et il y a une deuxième chose, c'est que le téléphone portable a apporté la bancarisation. Pendant très longtemps, on a dit il n'y a pas de possibilité de créer une économie organisée en Afrique parce qu'il n'y a pas de bancarisation, les Africains ne sont pas bancarisés. Alors c'est vrai que les Africains ont fait un saut. Ils ont fait un saut qualitatif. Ça arrive très souvent dans les pays qui rattrapent leur retard, c'est qu'ils ne sont pas passés par les infrastructures physiques, ils sont passés directement aux infrastructures dématérialisées. Et aujourd'hui, le téléphone portable, non seulement il est porteur de la croissance en Afrique, parce que beaucoup de pays utilisent le téléphone mobile comme étant un levier de croissance pour leur économie, mais surtout, c'est un formidable élément de rattrapage de tout ce qui était le retard en termes de bancarisation, d'accès à l'information, voire d'éducation de l'ensemble des pays africains. Alors, je crois que la France, en matière universitaire, elle peut faire beaucoup plus. Elle peut faire beaucoup plus. D'ailleurs, il y a certaines écoles, qui ne sont pas d'ailleurs des universités, parfois ce sont des grandes écoles, qui ont des projets aujourd'hui avec l'Afrique. Je crois que l'université française peut faire beaucoup plus. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'utilisation d'Internet, il y a plusieurs dizaines d'universités virtuelles en Afrique. Et ces universités virtuelles, elles ont un formidable, elles apportent un formidable effet de levier parce que ça permet aux Africains d'accéder à la connaissance internationale, sans avoir les problématiques de transport et de rémunération des professeurs. Et surtout, ça leur permet d'accéder à des formations qui sont diplômantes dans les mêmes conditions que n'importe quel étudiant qui serait n'importe où dans le monde. Moi, je crois que l'université française, c'est probablement son grand enjeu pour demain, c'est de s'intégrer, de créer, de participer à cette création de cette université virtuelle qui aujourd'hui est probablement le moyen le plus rapide, le plus sûr et le moins cher d'accéder aux formations universitaires dans tous les pays africains.